Et nous allons donc débuter ce débat sur la chasse. Et je le disais, j'accueille donc Eddy Pujalon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, président fondateur du mouvement de la ruralité. Vous allez évidemment participer à ce débat. On parlait, pour commencer, du poids de la chasse dans le monde politique. Quel est-il, Charles Sapin, ce poids de la chasse dans le monde politique? Les chasseurs, ils pèsent lourd électoralement? En tout cas, à l'approche de chaque élection, qu'elle soit nationale ou locale, chaque candidat, notamment de la droite, mais pas que, regarde avec les yeux de Chimène ce plus de millions de licenciés chasseurs. Ce qui est vrai, c'est que vous avez une fédération nationale de chasse qui est très très structurée, très politisée, qui sait parfaitement faire entendre ses intérêts, les faire valoir, que ce soit au niveau national, on l'a vu pendant tout ce quinquennat avec le chef de l'État, on va sûrement en reparler, ou au niveau plus local, au niveau régional. Par exemple, lors des dernières régionales, les chasseurs, en tout cas par leur fédération, ont pu prendre fait et cause avec certains présidents sortants. Je pense à Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, Alain Rousset en Nouvelle-Aquitaine, dans une moindre mesure et avec un moindre succès en région centre pour le candidat MoDem Marc Fesneau. Mais c'est vraiment, dans l'écosystème politique, c'est quelque chose qui compte. Après, il faut juste tempérer, évidemment. Ce n'est pas parce que vous êtes chasseur qu'on peut savoir pour qui vous votez. On l'a vu d'ailleurs lors des dernières présidentielles. Les chasseurs se sont un peu éparpillés. Il y en avait un peu chez Fillon, un peu chez Marine Le Pen, un peu chez Emmanuel Macron. Donc voilà. Et puis il existe différentes formes de chasse, des chasses plus populaires, donc à vote plus à gauche, ou des votes plus aristocratiques, on va dire, qui sont la chasse au gros ou la chasse à court, où là, ce sera des votes plus à droite. Il n'y a pas de vote des chasseurs, Eddy Pujalon, aujourd'hui? Je crois que la tension qui est aujourd'hui après le chasse-bashing, l'agri-bashing, fait qu'aujourd'hui, on bouleverse un peu les cartes. Ceux qui votaient Marine Le Pen après ses sorties de route contre la chasse à court, contre certaines formes de chasse, fait que les chasseurs aujourd'hui ont compris que Marine Le Pen était plutôt animaliste que pro-chasse. Derrière Macron, on n'a pas réussi tout. Il revient en arrière sur les chasses traditionnelles. On va y revenir. C'est dû en même temps. Quant à la droite, vous avez raison, il y a certains candidats comme Xavier Bertrand qui a tout fait pour la chasse et qui a tenu ses engagements en mettant des chasseurs en responsabilité sur la gestion de l'environnement, des parcs marins, etc. Je crois que c'est le seul en France qui l'a fait. Laurent Wauquiez a fait un peu de chasse aussi avec des financements. Mais les chasseurs, aujourd'hui, on le voit, les dernières manifestations du 18 septembre, il reste 53 000 chasseurs qui ont manifesté en l'espace d'une mobilisation d'un mois à peine dans la région, 23 000 personnes à Mont-de-Marsan. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sujet est très sensible et que pour les élections, les gens vont se déplacer pour voter parce qu'aujourd'hui, ils ne supportent plus ce qui est fait. Quand j'entends les propos tenus sur la chasse des alouettes aujourd'hui, Madame la ministre dit l'alouette des bois. Enfin, je veux dire, les gens qui nous dirigent ne savent même pas ce que c'est qu'une alouette. Et si je mets en contrario ce que prélèvent les chasseurs pour les alouettes et ce que tuent les éoliennes en France ou même en Espagne, 18 millions d'oiseaux, et là on parle d'espèces protégées, bon, ça fait sourire mais ça agace les gens, et donc je pense qu'il va y avoir des recommandations de donner, les gens vont bien regarder qui sont les candidats à la présidentielle et ceux qui seront vraiment en faveur de la chasse ou pas, et choisiront leur vote par rapport à ça. Des recommandations, ça veut dire que vous allez appeler les chasseurs à voter pour tel ou tel candidat, lequel pour le moment? Pour l'instant, on sait qu'à droite, on sait que la gauche est plutôt proche d'Europe Écologie Les Verts avec son programme anti-chasse. Mais à droite, il y a aujourd'hui Éric Ciotti qui a un permis de chasser, on a Michel Barnier qui est chasseur, et on a Xavier Bertrand qui a fait beaucoup de choses pour la chasse. Donc en ce moment, on verra ce qui sortira de la primaire, entre guillemets, et puis on verra, nous, faire venir tous les candidats, quels qu'ils soient, avec un programme assez particulier, mais pas dire de l'eau bouillante, pas de l'eau tiède, et puis on verra ceux qui seront capables de venir le signer. C'est-à-dire que vous allez les entendre, il y aura une espèce de grand oral, c'est ça? Tout à fait. Juste, je voudrais faire réagir à Daniel Samon, ce que vous avez dit, les écologistes avec leur programme anti-chasse. C'est un peu le programme anti-chasse pour vous, les Je pense que anti-chasse n'est pas le bon terme. Simplement, le monde rural a beaucoup évolué depuis un certain temps. La société a évolué dans son ensemble et il faut en tenir compte. Et les chasseurs doivent en tenir compte aujourd'hui. On est dans une société qui est de plus en plus fracturée. On oppose les urbains aux ruraux, alors que tout le monde doit vivre ensemble. Et donc, il faut faire avec. Et je pense que le monde de la chasse doit entendre ça aussi. L'espace rural, il est partagé aujourd'hui. Les chasseurs sont pour une grande majorité des urbains, 70%. Il n'y a que 5% des chasseurs qui sont des agriculteurs. On referme souvent la ruralité sur le côté chasse. Ce n'est pas une réalité. La ruralité, aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, il faut prendre en compte tous ces intérêts qui sont divergents parfois, mais il faut faire du vivre ensemble. Donc, le terme anti-chasse est un terme qui est pour moi réducteur. Bon, là,
Votre discours, je le prends bien, sauf que les racines de reproduction GVR, c'est quand même depuis 2000, la loi Rouanet, des gens comme Noël Mamère, des propositions qui sont interdire, sanctionner. Aujourd'hui, moi qui ai plaidé pour toujours, pour le vivre ensemble, la chasse que je connais, c'est celle qui dit bonjour, au revoir, merci, bonjour monsieur, on décharge son fusil, on discute, on a un morceau, la sécurité, on a tout ça. Enfin, c'est une éducation rurale, monsieur. Et donc, cette fracturation qu'il y a aujourd'hui entre le monde de l'écologie, alors que nous sommes des écologistes, enfin, il faut se rappeler que la LPO a été créée par des chasseurs, mais plein d'autres choses. Moi, je me veux être un écologiste, un environnementaliste. Sauf que quand on veut interdire des choses sous l'égide de données tronquées, quand on met en avant des fortes chasses en disant la chasse à la glu, c'est une maltraitance, une souffrance, écoutez, à un moment donné, on peut en discuter. Mais moi, la chasse que j'ai pratiquée, que j'ai vu aucune maltraitance, aucune souffrance. Et j'ai vu des gens qui sont aujourd'hui tournés vers la gestion durable des espèces et des espaces. Donc tout ce travail que nous faisons, 1 million de chasseurs dans la nature, moi-même, quand je reçois des leçons de gens qui viennent m'expliquer ce qu'est la nature, je gère 20 hectares de terrain où j'ai des libellules, des papillons, des moustiques, des insectes, les territoires chassés, qu'on le veuille ou non, sont bien souvent plus riches en biodiversité que ce qu'ils ne sont pas. Quand on compare la réserve de l'espace et une réserve de chasse avec des chasseurs, on voit de suite qu'il y a plus de biodiversité là où les chasseurs pratiquent. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'entretien des espaces, parce qu'il y a l'entretien des espèces, la gestion des espèces. Et normalement, si tout le monde voulait se donner même, mais vous savez, il y a 20 ans de ça, j'avais fait une réunion avec Alain Bougrain-Dubourg, j'avais proposé de travailler ensemble sur la replantation des haies pour développer et maintenir un peu plus de tourterelles des bois. Vous savez ce qu'il m'a répondu ? Et là, on parle de dialogue. Je considère qu'on ne peut pas retirer la vie par plaisir. Fin du dialogue, fin de discussion. Et pourtant, croyez bien, il y a 20 ans, j'aurais bien aimé qu'on travaille ensemble sur la restauration des espaces et des espèces. On va essayer de discuter sur ce plateau. Vous entendez quand il dit « mais les chasseurs, nous aussi, on est écologistes ». Oui, alors, les écologistes, il ne faut pas les caricaturer comme étant des habitants des villes. Moi, je suis rural, aussi bien qu'urbain. Je connais parfaitement les alouettes, et il y en avait plein quand j'étais petit. La différence, Madame la ministre. Les alouettes, elles ont disparu, 30% de moins en 15 ans. Les passereaux, 30% de moins en 30 ans. Donc la biodiversité est en danger. Espèces non chassées, d'accord ? Les alouettes. À part les alouettes, et encore... Écoutez... Madame Voynet, en 2000, quand j'ai fait un débat avec Madame Voynet, je lui ai présenté le livre de Nicolino sur les insecticides et les pesticides. Vous savez ce qu'elle m'a répondu ? Elle me dit, moi, ministre, M. Jospin n'a pas voulu m'écouter. Je dis, Madame la ministre, si on n'est pas d'accord, on démissionne. Mais à un moment donné, quand on sait qu'il y a des conséquences sanitaires, environnementales et qu'on est mis en environnement, écoutez, si à l'époque elle avait pris les bonnes décisions, on aurait peut-être eu un peu plus d'espèces aujourd'hui, notamment les espèces passereaux. Dans ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il va falloir vivre ensemble, il va falloir comprendre qu'il y a un certain nombre de chasses qui aujourd'hui, vu la connaissance que l'on a du monde animal, ne peuvent plus durer. Et aller chasser des alouettes qui font à peu près 30 à 40 grammes, parce qu'on a complètement perverti aussi le sens de la chasse. Pendant très longtemps, la chasse n'était pas uniquement un plaisir, c'était une nécessité. Aujourd'hui, on est sur une chasse complètement plaisir. Je le conçois, une chasse un petit peu de régulation, mais quand on va tuer des oiseaux qui font 30 à 40 grammes, ne me dites pas que c'est pas pour se nourrir. C'est pas une question de poids, monsieur. Regardez les restaurateurs, quand ils vous parlent de l'ortolan, mais aujourd'hui une alouette, c'est ce qu'il y a dans le summum du goût aujourd'hui dans une espèce. Et les gens qui les prélèvent avec parcimonie, avec des quotas pour maintenir l'espèce, ils ne font que perpétuer une tradition, mais surtout parce qu'ils ont une valeur gustative par rapport à une grande fête de convivialité avec les enfants. C'est pas un fusil sans des filets. Justement, sur la tradition, ça doit être vivant. La tradition, elle doit s'adapter à la société dans laquelle elle vit. On peut pas, vous voyez bien ce qui se passe dans certains coins du monde. La tradition. Non, la tradition, elle est vivante. Dans la tradition, on parle beaucoup des alouettes. Effectivement, dans beaucoup de chansons, on parle des alouettes. Et si on continue comme ça, il n'y en aura plus d'alouettes. Je ne vais pas focaliser uniquement là-dessus, mais à un moment, il faut reprendre les choses dans leur ensemble et évoluer. Un jour, évoluer. Est-ce que vous évoluerez sur les éoliennes ? Est-ce que vous évoluerez sur les... On va rester sur la chasse, parce que si on part sur les éoliennes, vous m'avez sorti des chiffres qui sont complètement erronés. C'est n'importe quoi. Charles, sur la chasse. En fait, ce qui est assez exceptionnel, c'est que là, l'échange est courtois, il est poli, il est de bonne qualité. Mais si vous voulez, ce qu'on voit sur ce plateau est une petite illustration de ce qui se passe au niveau national. C'est-à-dire qu'on a deux camps qui n'étaient pas ennemis, où il y a eu un dialogue depuis des dizaines d'années, mais où on sent les relations se tendre, les arguments un peu s'aiguiser, et ça remet en question beaucoup de postures politiques. Je m'explique. Je vais prendre l'exemple du Rassemblement national, puisque vous l'avez cité, c'est assez intéressant. Il y a de nombreuses années, au temps de Jean-Marie Le Pen, finalement c'était un parti un peu pro-chasse, il était identifié comme tel, et il y a au fur et à mesure des années, il y a eu une fibre un peu animaliste qui a aussi, avec des classes populaires, donc qui s'est installée dans le parti. Jusqu'à maintenant, jusqu'à 2017, Marine Le Pen tentait de faire la synthèse entre ces deux courants.
Elle s'affichait très animaliste. On la voit souvent dans des déplacements pendant les périodes électorales. Elle allait à la SPA. Mais elle avait quelques-uns de ses ambassadeurs dans les différentes fédérations de chasse qui, un petit peu plus discrètement, allaient faire un travail de lobbying en disant non mais vous savez, on n'est pas si animaliste que ça. Voilà. Le problème, c'est qu'en direction politique, et on l'a vu, moi j'ai suivi ça il y a quelques mois, voilà, en tant qu'observateur, en interrogeant différents responsables, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible parce que même au sein d'une même famille politique, chasseurs, en tout cas pro-synergétiques, et animalistes, qui sont des défenseurs de la cause animale, n'arrivent plus à s'entendre. Ce qui oblige des responsables politiques qui jusqu'à maintenant arrivaient à faire la synthèse à prendre des décisions. Et vous l'avez dit, et c'est très juste, Marine Le Pen a finalement, ces derniers mois, plus penché vers le côté animaliste. Ses ambassadeurs chasseurs ont été un peu mis sur le côté du parti et elle travaille actuellement à un statut, pour le proposer dans le cadre de la présidentielle, à un statut de l'animal domestique, de l'animal sauvage et de l'animal d'élevage. Emmanuel Macron, d'une certaine façon, c'est un peu cet en même temps. C'est-à-dire qu'il a donné beaucoup aux chasseurs. C'est le président de la République qui a le plus donné, on va peut-être en reparler, mais le plus donné on va demander aux chasseurs. Mais voilà, il essayait de ménager un en même temps qui est de plus en plus compliqué, comme on l'a vu sur ce plateau, puisque le débat est de qualité, mais il est viril. En réalité, en politique, Lionel Jospin disait à Jean Saint-Jos, qui avait fait 1 295 000 voix à la présidentielle, 4,75, c'est pas rien. Il avait dit, quand vous pèserez plus que les écologistes, je vous écouterai. Sauf qu'il n'avait pas prévu qu'il perdrait pour 600 000 voix. Et que les 600 000 voix, il peut les devoir aux chasseurs. Parce qu'en réalité, la loi Chasse 2000 avait focalisé la colère générale, on se rappelle la grande manifestation de 98 à Paris, avec 220 000 chasseurs. Il a perdu pour 600 000 voix. Et les chasseurs ont fait la fête en disant, on a eu sa tête. Aujourd'hui, le poids politique que représente la chasse, quoi qu'on en pense, est un poids incontournable. Et il est vrai qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, qui a fait un peu du en même temps en disant, moi je ne reviens pas sur vous, vous dites qu'il a tout fait, mais à part le permis à 200 €, il est quand même à la tête. Il n'a pas fait pour les chasseurs, Emmanuel Macron. Il a perdu, il est le premier à avoir fait perdu certaines chasses traditionnelles, parce qu'il a nommé une ministre, comme d'habitude, qui est très anti-chasse. Madame, quand même, malgré tout, je sais la complexité de travailler avec Madame Pompili, elle a des comptes à rendre avec le président de la Fédération nationale des chasseurs, et donc il a fait du en même temps. Pourquoi ? Parce qu'il est conseillé par Thierry Coste, le fameux lobbyiste qui est quand même très au fait de la chasse, et donc on arrive à on va faire du en même temps. Mais je pense que politiquement aujourd'hui, rien n'est acquis, et que la présidentielle, elle va vraiment structurer aujourd'hui les chasseurs qui vont regarder très près les propositions des candidats et des candidates. C'est sûr pour Marine. Maintenant, on sait aussi qu'à gauche et avec Europe Écologie Les Verts, il y aura une fracture avec beaucoup de territoires, parce que quand vous voyez les Landais majoritairement de gauche et terre de gauche qui manifestent, qui aujourd'hui, vous l'avez cité, Alain Rousset, mais j'étais candidat à la régionale en Nouvelle-Aquitaine avec Jean Lassalle. On nous donnait de 2%, on a fini à 7,75, on était à 9,80 à 53% des dépouillements. Pour un parti qui est inconnu, qui a juste un an de vie, ça veut dire qu'aujourd'hui, même dans des terres de gauche, des bastions de gauche comme le Sud-Ouest, il y a un ressenti des populations rurales, puisque le score qu'on en a fait, il est en ruralité. Il contredit en gros ce que vous disiez, les gens sont attachés à leur vie dans les territoires, et on a su représenter cette espérance de vie, parce qu'aujourd'hui, il y a une envie de liberté, de vivre avec ses traditions, pas toutes, évidemment, mais raisonnablement. Et encore, je pense que le procès qui est fait aux gens, qu'ils soient éleveurs, pêcheurs, chasseurs, n'est pas bon. Vous ressentez la même chose, vous, Daniel Salmon, sur le terrain ? Je pense que sur la biodiversité, on n'est pas d'accord. Et sur plein de choses, on n'est pas d'accord. Parce qu'il y a une forme de négationnisme que j'entends souvent. C'est-à-dire que les chasseurs seraient pour la biodiversité. Je ne le vois pas tous les jours. Et surtout, il faut prendre en compte ce qui est aujourd'hui présent. Le climat évolue. On est dans la 6e extinction des animales. Enfin, animal, et même végétal. Il faut prendre tout ça en compte. Donc, le monde rural évolue. Moi, j'ai été élu sénateur à la fois sur la ville et aussi sur le monde rural, sans aucun problème. Et je pense qu'en recomposant, et c'est le programme des écologistes, en allant vers un autre modèle agricole, en remettant des haies, justement, on va favoriser la biodiversité, et ça ne va pas à l'encontre, forcément, des intérêts des chasseurs. Je pense qu'il faut vivre ensemble, et ce ne doit pas être une minorité qui, aujourd'hui, décide de ce qui va se passer dans le monde rural. Je pense qu'il faut, quand je vous parlais du vivre ensemble, c'est fondamental. Il y a plein de néo-ruraux qui sont là et qui ont le droit de se promener sans se prendre... Alors, je ne vais pas dire prendre un coup de fusil, ça serait un peu exagéré, mais entendre des coups de fusil
ça quand même, ça insécurise. On n'est pas à l'aise quand on se promène dans un bois en entendant des coups de fusil. Insécurise. Vous l'entendez cette inquiétude? Ça insécurise, pourquoi? C'est parce qu'il y a eu une discrimination et une focalisation sur 10 accidents en France et parfois un mort de trop, mais on en a fait un amplificateur, une résonance qui fait qu'aujourd'hui il y a un pétard qui pète, tout le monde a peur. Mais il faut arrêter de dire tout et n'importe quoi. Je veux dire, il y a des millions d'heures de chasse en France sans accident, et c'est de la courtoisie. Il y a des éducations, il y a une éducation, il y a une formation. Enfin, je crois que c'est l'une des activités les plus... Non, mais il y a quand même une inquiétude. Il y a une inquiétude autour du partage de l'espace public. Est-ce que vous tremblez quand vous prenez votre voiture? Est-ce que vous entendez aujourd'hui certains Français qui disent nous, on a peur d'aller se promener en forêt? On a créé cette peur, madame. On a créé cette peur. Comment vous leur répondez? Mais au contraire, venez discuter avec les gens. Ayez une approche courtoise. Et je vous garantis que les gens vont s'arrêter. On n'est pas là pour pratiquer 8 heures sur 8 heures, être là. Non, moi je sais que tous les gens que je crois... Enfin, vous vous rendez compte que vous êtes en train de parler à des ruraux qui laissent leur territoire ouvert. Ce sont des propriétés privées. Que les gens vont ramasser des champignons chez eux, qui peuvent ramasser des fruits, etc. Et donc, quand ils chassent, ils accueillent les gens avec le fair play qui est le nôtre. Oui. Je crois que... Si, mais écoutez... Mais il y a du fair play. On ne met pas tout le monde dans le même sac. Le dommage, c'est de ne pas basculer. J'accueille des chasseurs. Et vous savez, l'animalisme. Elle est à géométrie variable aussi, la propriété privée. Parce que vous voulez aller chasser chez tout le monde. Moi, les chasseurs viennent chez moi. Ça, c'est la loi Verdun. Ça dépend de comment elle est faite. Excusez-moi, il y a la gestion des espèces. Il ne faut pas le voir comme ça, monsieur. Il faut le voir en termes de gestion des espaces et des espèces. À partir du moment où, dans la loi Verdeil, vous pouvez participer à une ACCA, venir discuter avec les chasseurs, mettre votre grain de sel, pourquoi pas? C'est de la discussion qui sortira le meilleur. Moi, je regrette l'affrontement, c'est pas bon. Les chasseurs à aller dans les propriétés privées, c'est ça? Les chasseurs sont sur des propriétés privées. Ils pratiquent là. Les randonneurs, les néo-ruraux. Moi, je vais vous expliquer une fois. J'ai un patron d'entreprise qui est venu à mon entreprise. Il est arrivé de Paris. Et il me dit, monsieur Pujalon, ce week-end, je suis allé courir dans le bois. Il y avait des coups de fusil. Je dis, oui, c'est le monsieur, il doit être à sa palombière en train de chasser. Non, il me dit, dans un bois. Et je dis, oui, c'est son bois. Ah bon? Mais il se croyait que c'était le jardin des Tuileries ou autre chose. Je dis non, c'est sa propriété, monsieur. Oui, mais ils viennent dans mes bois, moi aussi chasser. Il n'y a pas de clôture. On est ouvert vers la société. Il faut juste dialoguer et se respecter. Et éviter de créer ces tensions, parce que dès que vous avez un fusil, vous avez un treillis, ça y est, vous êtes un tueur. Les tensions, c'est de votre côté. Souvent, je pense qu'il faut que le monde de la chasse évolue. Vous avez du mal à l'entendre. Il y a des pratiques qui ne sont plus tolérables aujourd'hui, qui ne sont plus perçues. Vous savez ce que c'était en 2000, les députés Europe Écologie Les Verts, M. Mamère, M. Ascoué et Mme Voinet, les premiers mots qu'ils disaient, ce sont des alcooliques assassins. À l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis rentré en politique et j'étais très jeune. J'avais pas d'argent ni rien, sauf que quand on a dit que mon grand-père était un assassin, un alcoolique, croyez bien que le monsieur que je connaissais, qui était le plus brave des hommes, et la porte ouverte, qui donnait à tout le monde, qui était un social, ça m'avait un peu agacé. Voilà. Bon, la caricature, c'est trop. Pour conclure, parce qu'il nous reste un petit peu plus d'une minute, vous avez employé le mot de vivre ensemble, et c'est vrai que c'était un peu le thème de ce débat. Comment on fait pour améliorer ce vivre ensemble entre écologistes et chasseurs? Même si on l'a vu, il ne faut pas les opposer. Pour moi, il y a des préalables. Je pense que la chasse, comme je le disais, doit évoluer. Par exemple, depuis le 19e siècle, les Anglais ont interdit la chasse le dimanche. Je pense que c'est une question centrale. Commençons par là, essayons d'avancer pas à pas. Il y a un certain nombre aussi de pratiques de chasse. On a déposé une loi contre les chasses cruelles. Il y a certaines chasses qui, pour moi, ne sont plus tolérables dans le monde où on est aujourd'hui. Donc, s'il y a des pas de fait en ce sens-là, je pense qu'il y a un moyen de faire un vivre ensemble et de se comprendre. Et le monde rural, c'est bien autre chose que seulement la chasse. C'est les services publics, c'est tout un tas de choses qui font que, en faisant évoluer aussi le modèle agricole, on peut faire vivre le monde rural complètement différemment. Et la conclusion, Eddy Pujalon, est-ce que vous êtes prêt à accepter ce que dit Daniel Salmon? Il revient dans les vieux travers. C'est les vieux travers d'Europe Écologie Les Verts, c'est interdire. Voilà, son premier mot, c'est interdire la chasse le dimanche. Et encore une fois de plus, ça va à l'opposé du vivre ensemble. On commence pas par interdire, on commence par pouvoir travailler sur les mêmes territoires avec les mêmes personnes. C'est pas en interdisant qu'on arrivera à quelque chose, et donc je suis totalement opposé à ça. Mais encore une fois de plus, le dimanche, moi j'ai encore des gens qui vont ramasser les champignons. Si les gens sont courtois, tolérants et respectent la sécurité, tout le monde peut vivre sur nos territoires et avec grand plaisir. Je travaille avec des écologistes quand j'étais élu à la région sur les perturbateurs endocriniens. Je vois bien que vous ne voulez pas bouger, une fois de plus. Non, c'est pas la question. Mais c'est ça le problème. Vous n'avez que les interdits à la bouche. Moi, j'ai pas les interdits. Voilà. Et le mot de la fin pour Charles Sapin, on voit que ça sera un débat évidemment pendant la présidentielle. Ça va être un débat très intéressant. Et comme en 2017, si vous voulez, il y a eu une vraie bataille politique entre François Fillon et Emmanuel Macron pour récupérer ces voix des chasseurs. Là, on va entre le candidat qui va sortir en effet de la primaire de la droite, enfin le Congrès, et le chef de l'État qui, faut quand même le rappeler, vous aviez l'air de le balayer, mais c'est depuis Valéry Giscard d'Estaing, c'est le premier président chasseur, et rarement un président de la République a fait. Sarkozy avait rendu le jour de non-chasse qu'avait mis la gauche en place, et il y a une on va pas relancer le débat. Mais encore une fois, pour des raisons
électoraliste, parce que c'est vrai que Tout à ça fait. permet d'équilibrer son parti qui a peu de relais dans le Sans dans les oublier territoires. Éric Et voilà. Zemmour qui est en train de faire les yeux doux à la chasse aussi. Hein. Et que vous suivez? Comment? Que vous regardez avec intérêt, Éric Zemmour? Pas du tout, mais je sais qu'il a passé quelques coups de téléphone. Vous dites ça pour le fusil, c'est ça? Non, pas du tout. C'est des contacts, mais je sais qu'il regarde de près, il est conseiller.